À situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle. Madame, Messieurs, bienvenue dans ce nouveau numéro de Forum des médias. C'est lundi 20 mai, un jour après que la capitale ville de Kinshasa se soit réveillée avec une tentative étouffée dans l'œuf d'une bande d'hommes en uniforme à l'effigie du drapeau zaïrois. Ils ont tenté ce coup d'État qui est étouffé dans l'œuf, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ces individus ont pris d'assaut le palais de la nation avant d'être maîtrisés par les forces de sécurité. Vous avez également suivi le porte-parole des forces armées de la RDC qui a rassuré la population. Que s'est-il réellement passé? Dans quel état se trouve actuellement le palais de la nation? Suivons ce reportage de Giscard Koussema. La situation est sous parfait contrôle des forces spéciales de la garde républicaine, mais les parvis du palais de la nation portent encore des stigmates de la violence des combats de ce dimanche matin. Selon les informations que nous avons recueillies sur place, les commandos avaient organisé son attaque en deux groupes. Un premier groupe, conduit par le chef de file, Christian Malanga, s'est servi des véhicules arrachés au privé cette même nuit après avoir tué leur propriétaire, a lancé son assaut depuis la résidence de l'honorable Vital Kamerhe dans les quartiers des ambassadeurs à Gombe. Équipés des drones et autres armes automatiques, ils sont arrivés par ces minibus Esprit de Vie et attaqué immédiatement la résidence. Après une forte résistance et l'arrivée du renfort, les groupes des sieurs Christian Malanga a pris la direction du palais de la nation, se servant même de la Jeep escorte de la police affectée chez Vital Kamerhe et dont les conducteurs avaient été préalablement neutralisés. L'escorte criminelle a foncé la barrière du palais de la nation dans l'objectif de faire jonction avec un autre groupe de assaillants et mercenaires étrangers prépositionnés dans les marécages le long du fleuve. Très professionnels, les forces spéciales de la garde républicaine ont cerné les groupes puis lancé les feux sur les assaillants, mettant ainsi fin à leur aventure. Aucun élément de la garde républicaine n'a été touché dans ces combats, mais plusieurs membres de ces commandos, y compris leurs chefs, ont été tués et plusieurs autres capturés. Ainsi qu'on peut le constater dans ces images tournées par les forces de défense et de sécurité au moment des combats, ces hommes lourdement armés étaient enfouis dans les marécages le long du fleuve au palais de la nation. Au moment de notre tournage, le nettoyage s'est poursuivi encore le long du fleuve. C'est en ce moment que ce militaire déguisé en fou a été capturé. Il détient plusieurs documents attestant qu'il fait partie des corps habillés. Et c'est à cet endroit que Sieur Christian Malanga, non autrement identifié, a été tué par nos forces de défense et de sécurité qui le poursuivaient alors qu'il tentait de joindre un groupe important dissimulé dans la boue ici au bord du fleuve Congo. Il tentait donc de traverser sous d'autres cieux. Un homme identifié comme un citoyen américain a même été appréhendé au milieu du fleuve alors qu'il tentait de traverser ces 7 kilomètres à la nage. Voilà, madame, messieurs, c'est ce sujet qui va constituer l'essentiel des analyses de Forum des médias de ce lundi 20 mai. Évidemment, nous allons dire un mot sur l'entretien qu'a eu le chef de l'État vendredi dernier à la Cité de l'Union africaine avec près de 400 députés nationaux et une quarantaine de chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation qui constituent la majorité parlementaire au sein de l'Assemblée nationale. Alors, comme d'habitude, pour y parvenir, ils sont là, les républicains, les patriotes, ils sont là. Ils ont tenu à répondre à cette invitation de manière expresse. Oui, professeur Ngambi, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir. Et on est là ce soir pour Patriotes lumumbistes, analyser ensemble cette situation qui menace notre démocratie et notre existence comme peuple et comme État. D'accord. Monsieur Herry, bonsoir. Bonsoir madame. Je salue l'ultra-patriote de la nation de mon pays, le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Congo Mboka Nangai, Congo ma nation, Congo mon pays, Congo ma patrie,
Congo ditunga diani, Congo ni chiyangu, Congo boala na mono, Congo mboka na ngana ko batela yango. Merci beaucoup. Oui, Junior Loutou, bonsoir. Bonsoir madame, bonsoir compatriotes congolais. Donc nous sommes là pour analyser ce qui s'est passé et je tenais à condamner fermement cet acte ignoble, mais bon, on aura le temps de discuter tout à l'heure. Je salue mes compatriotes pour dire que garder une note d'espoir, nous sommes là et le chef de l'État pour l'État. D'accord, merci beaucoup. Oui, Jean-Luc Kaka, bonsoir. Bonsoir, je vous Comme remercie. je l'ai dit, situation exceptionnelle, mesure exceptionnelle, vous avez retrouvé votre tenue exceptionnelle. Oui, juste pour s'engager, je vous remercie davantage parce que je t'ai pris à pied levé et je vous remercie pour l'invitation. Je salue mes co-débatteurs, les Congolaises et Congolais qui nous suivent. Nous lançons fermement l'engagement dans le patriotisme rénovateur. Nous n'avons que le seul pays et peu importe nos divergences et nos attitudes, nos émotions, mais il s'avère que nous sommes obligés de protéger la sûreté et la dignité du Congo. Vous savez, les Américains, après avoir perdu John Kennedy, ils ont lancé un appel que personne ne pouvait assassiner un président de la République à la Maison-Blanche. Et le Congo, après la mort de M. Laurent Désiré Kabila, nous tous, nous avons conjugué les efforts qu'il n'y ait pas atteinte à la sûreté de l'institution qu'on appelle présidence de la République. Et donc, nous devons nous engager tous dans la protection de l'État congolais. Merci beaucoup. Oui, Maître Carlos, je tenais à ce que vous soyez là pour éclairer la lanterne de nos téléspectateurs en ce qui concerne cette tentative de coup d'État avortée, parce que vous êtes un ancien militaire aussi. Vous avez œuvré dans l'armée de l'AFDEL et je tenais à ce que vous soyez là aussi ce soir. Merci beaucoup. Je ne sais pas quand nous allons mettre ce sera effectif notre statut de réserviste. Okay. Parce que nous sommes importants dans ce cas. Mais voici en manche courte, prêt à défendre mon pays, la nation, les institutions du pays, face à toute entreprise criminelle, surtout venant de l'étranger, et surtout quand je vois des passeports des ressortissants des pays, des impérialistes, ça me rappelle les gens qui ont assassiné encore mon maître Mouzel Laurent Désiré Kabila. Voilà, nous allons développer ensemble. D'accord. Oui, mon colonel, bonsoir. Bonsoir, madame. Oui, dans quel état vous vous trouvez en tant que militaire réserviste? Et c'est que la République démocratique du Congo, et plus particulièrement Kinshasa, a vécu le dimanche dernier. Hier dimanche, en fait. Oui, madame, d'abord je salue tous les téléspectateurs qui nous suivent en ce moment. Et puis bravo aux forces spéciales de la garde républicaine qui ont arrivé à ce que ces bandits n'arrivent pas à commettre leur forfait. Et les sentiments, c'est les sentiments de regret, c'est les sentiments qui fait qu'aujourd'hui, vous voyez, ces vaillants militaires, encore une fois, sont arrivés à étouffer un tel fait. Mais je n'ai pas vu un seul politicien là-bas. Le communicateur était caché. Aucun politicien que j'ai vu là-bas, mais ce sont des militaires. Et il faut penser à eux. Voilà. Nous allons en parler dans les détails. Oui, je commence directement avec vous parce que vous êtes les derniers à pouvoir prendre la parole par rapport à la salutation, à nos téléspectateurs. Je commence par vous parce que vous êtes aussi là-dedans. Vous connaissez les techniques, les tactiques, les stratégies
Alors, ce qui s'est passé le dimanche, comment on peut l'expliquer? Bon, madame, de prime abord, ce sont les analyses que nous faisons à chaud. Oui. En tout cas, je vous ai appelé à chaud parce qu'on devrait faire ces analyses-là pour éclairer la lanterne. Et à chaud, les téléspectateurs devront comprendre que nos points de vue n'auront pas de support. Et moi, je vais d'abord commencer par la forme de ce qui s'est passé. Mais tout en faisant déjà une certaine remarque, nous, Congolais, nous réfléchissons toujours après les faits. C'est à ma qualité de planificateur, à ma qualité d'urgentiste. C'est comme on dit en médecine, mieux vaut prévenir que guérir. Nous n'avons pas de politique d'anticipation. Nous n'avons pas de politique, madame. Quand vous prenez le scénario de ce dimanche-là, vous savez, le coup d'État, quand vous prenez petit Robert ou Larousse, vous n'avez aucune explication là-dedans. Le scénario est, pour moi, un groupe de bandits, intoxiqués, drogués, recrutés par qui je ne sais. Ça, c'est sur le plan de la forme. Mais nous aurons dans le fond, ces bandits, bien sûr, ils avaient cette intention de faire un coup à la République démocratique du Congo. Quand vous prenez d'abord le fait que l'attaque, on commence par le Premier ministre, on va chez Kamele, on va chez tout ça. Est-ce que ces commandos avaient de l'assurance que celui, le dépositaire, celui qui détient le pouvoir, est déjà maîtrisé? Non. Et quand vous prenez les sites, soit-ils stratégiques, comme les palais de la nation, et les images qu'on a vues. Donc, qui filmait ces images? Point d'interrogation. Et le fait même de partir, parce que d'après les informations que nous avons, ce commando est entré à Kinshasa à 23 heures. De 23 heures jusqu'à aller atteindre ces lieux, mais il faut qu'on se pose la question, est-ce que nous sommes, en commençant par le président de la République, il est vraiment protégé? Est-ce que nous sommes protégés? Ça, c'est un problème. Quand vous prenez la taille du commando, ça, sur le plan de la forme, vous prenez la taille du commando, moins de 30 éléments. Nous n'avons pas toutes les précisions, je crois qu'il faudra attendre. Je souhaiterais qu'il y ait encore une émission à froid pour essayer de fixer l'opinion. Vous prenez les commandos, moins de 30 personnes, avec 4 armes d'assaut. Bon, l'élément qui vient de passer, le porte-parole, je crois, de la présidence, le directeur adjoint de la communication à la présidence, il parle de drones, et qu'ils étaient lourdement armés. Ça, c'est un élément qu'il faut prendre peut-être en compte. Alors, maintenant, quand vous prenez également le contenu de revendication de fameux Christian Malanga
Et ce que je déplore encore une fois, ces messieurs, on ne devait pas les tuer. On ne devait pas les tuer. Pourquoi? Parce que dans ce genre de choses, ce qui nous intéresse, l'élément clé, c'est les commanditaires. Il faut qu'on arrive à savoir qui est le commanditaire de cette histoire. Prenons l'exemple de l'attentat dernièrement à Moscou. Bien sûr, ils ont tué les gens. Mais le commando qui est arrivé à Moscou, tous les éléments ont été maîtrisés et on n'a tué personne. Personne n'est sorti du territoire de la Russie. Ils ont arrêté tout le monde et jusqu'à aujourd'hui, on continue les investigations pour savoir qui en était les commanditaires. Ces messieurs, on devait les maîtriser et parce qu'il a beaucoup à nous donner et nous devons savoir derrière lui qui est là. Et c'est très important pour ça parce que nous devons tirer les leçons de l'histoire. Et très souvent, nous, Congolais, on ne tire pas les leçons de l'histoire. Ok. Voilà. D'accord, merci. Je viendrai à vous. Je vais faire le tir croisé. Oui, professeur Ngambi. On va laisser aux spécialistes des armes pour essayer d'aller sur la forme et le reste. Nous, on est dans les intentions et les objectifs. 20 personnes s'y arrivent à prendre le palais de la nation. Et neutraliser, assassiner la démocratie qui est symbolisée par les institutions. Ça s'appellera toujours coup d'État. Quelle est l'intention sans objectif criminel que les gens porteraient des tenues avec des armes lourdes ou non lourdes, mais aller prendre possession des édifices publics? C'est ça la problématique. Est-ce que c'est d'une façon d'aller se recréer? Ce n'est pas un site touristique. Mais l'objectif était criminel. D'assassiner, de tuer, de prendre le pouvoir. Alors, il se passe, j'ai vu en Occident, nos amis de la diaspora, ils pensent qu'au Congo, tout le monde est malheureux. Tout le monde est mécontent. Tout le monde est ceci, rien ne va. Et qui semblerait simple appel d'un criminel et les gens devraient applaudir et s'aligner. Vous voyez, quand ils appellent, celui qui va attaquer n'est pas avec nous. Donc, dans sa conception qui vient avec des amis de l'Amérique ou de tout, ils pensent que dès qu'il dit que ça ne va pas au Congo, les gens vont le suivre. C'est ça, en fait, la petite stratégie qu'il met en place. Mais lorsque vous remontez également de ce que nous avons vu en image, le monsieur est quand même en contact avec plusieurs personnalités du monde. On le voit avec des officiers militaires du Congo-Brazzaville, on le voit avec des ambassadeurs, on le voit avec beaucoup de choses. Et même, pardon, des religieux du monde. Même le religieux. Et on nous dit qu'il est passé par Tanzanie, passant par le Rwanda pour se retrouver. Est-ce que c'est à dessein qu'il fait tout ça ou bien c'est un élément instrumentalisé? Est-ce que ce n'est pas un Congolais utilisé pour un schéma? C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, le parti lumumbiste unifié par le Mon Parti, à travers moi son porte-parole, nous avons constaté que le Congo est toujours objet d'un complot international qui ne se limite pas aujourd'hui par l'occupation du territoire et l'exploitation illicite de matières premières, mais ce complot aujourd'hui vise les institutions et ses animateurs. Alors, il y a une analyse au Rwanda qui pense que Tshisekedi, le président de la République, avait menacé de changer de régime au Rwanda. Dans un discours, le président avait dit qu'il allait changer le régime au Rwanda. Et dans une des vidéos de Kagame, il est en train de projeter que si ce n'est pas lui qui est changé au Rwanda, ça peut être le contraire, que c'est lui qui changerait le régime au Congo démocratique. Donc il faut mettre aujourd'hui cet environnement global des tactiques, des discours politiciens pour dégager que rien ne se fait par théâtre,
mais tout est planifié. Mais également aujourd'hui la question fondamentale. Où se trouve la DEMIAP? Quel est son rôle réellement? Où se trouve la DGM? Quel est son rôle réellement? Où se trouve l'Agence nationale de renseignement, l'ANER? Parce que quand on me dit, c'est que notre ami, le directeur Giscard Koussa m'a dit, ils sont dans les marécages du palais de la nation. Oui, les journalistes ont dit qu'ils sont dans les marécages. Mais comment ils sont arrivés jusqu'à se cacher dans le marécage? Comment? Parce que de l'autre côté, c'est le fleuve. Au palais de la nation, il y a ce qu'on appelle la force navale. Son rôle, c'est de sécuriser au niveau du fleuve le périmètre du palais de la nation qui constitue le siège, le bureau du président de la République. Il y a la force navale présidentielle. Présidentielle. Comment les gens peuvent jusque se cacher dans le marécage du palais de la nation? C'est quand même, nous sommes Congolais entre nous, disons qu'il y a des faiblesses. Dans la chaîne de notre système de renseignement pose problème quand même. Avec des drones, c'est passé par où? Est-ce que je suis allé avec le député du Palou chercher à consoler le président et l'honorable Vital Kamerhe après ce qui lui est arrivé. Sa garde nous raconte que les gens là sont venus avec 6 jeeps Prado. Ce n'était pas tout simplement l'esprit de vie, mais avec 6 jeeps Prado. Qu'ils auraient ravi des citoyens. Ouais. Et ces opérations se passent sans que la DEMIAP ne soit au courant, sans que le renseignement militaire ne soit saisi, interpellé, sans que l'ANER ne sache qu'il se passe des actions criminelles dans la ville. Arracher autant de véhicules VIP aux citoyens. Et ces citoyens-là sont abattus et les véhicules arrachés. Il y a un problème quand même dans le système de renseignement, dans le système. Je pense que c'est un élément qui donnerait la matière au président de pouvoir réviser, revoir, restructurer, comme demande toujours mon grand frère Loangue. Il y a un problème, il y a des défaillances, beaucoup de défaillances. Regarde si c'était un jour où le président dit « je reste au bureau jusqu'à 1h du matin en train de travailler ». Qu'est-ce qui se serait passé? Qu'est-ce qui se serait passé? Les gens sont jusqu'au palais du peuple et les autres dans le marécage du palais de la nation. Bon, c'est bien, les journalistes, Koussema, Giscard a rendu son travail, mais les inquiétudes se posent. Je ne pense pas que c'est trop tôt, comme on dit encore, c'est trop chaud encore. Les enquêtes, parce qu'il y a des enquêtes que le président va initier, de manière à établir les auteurs intellectuels et les auteurs matériels, afin d'en dégager les responsabilités dans les chefs de notre système de défense congolais, mais également de tout ce qu'il y a, on trouve des Américains là-dedans, même si ce sont des mercenaires. On m'a parlé même des Canadiens là-dedans, même si on dit que ce sont des mercenaires, mais ça montre que l'affaire n'est pas montée en RDC. L'affaire vient également de là où ça commence toujours. Pour tuer Lumumba en RDC, l'affaire a commencé toujours là-bas. C'est toujours, pas en Orient, mais en Occident. Pour tuer Mzee Laurent Désiré Kabila, ça commence toujours vers le même côté là, l'Occident. Et donc aujourd'hui, il faut que ce que nous avons demandé comme parti Palou, membre de l'Union sacrée soutenant les institutions démocratiques et son président élu, que personne ne peut remettre en cause. Maintenant, c'est la vigilance tous azimuts. La population congolaise, nous devons redoubler l'effort en termes de vigilance. Le Congo est menacé. Le Congo est victime d'un complot. Seule notre détermination comme Congolais, dans la cohésion et dans l'unité, rejetant les intérêts personnels individuels, que nous sauverons son pays. Mais parfois, le complot, les concepteurs de la déstabilisation du Congo n'ont pas encore désarmé. Ok, oui, Maître Carlos Mopile. Votre lecture des choses? Merci, madame. Il faut vraiment de l'imagination, de la créativité face à des choses qui se présentent et qui ne répondent pas
aux éléments constitutifs d'une définition. Qu'est-ce que vous avez constaté? Non, j'ai vu des titres, bon, coup d'État tenté, avorté, coup d'État, tout ceci. Bon. Donc, s'il faut d'abord préciser les choses sur des problèmes terminologiques. Moi, si j'étais journaliste, peut-être je dirais une mésaventure suicidaire droguée des assaillants pour déstabiliser les institutions. Vraiment, c'est une mésaventure suicidaire droguée des assaillants. D'abord, dans notre contexte congolais, le système politique, selon notre constitution, quand on est constitutionnaliste, on est juriste, la seule voie d'accéder au pouvoir, c'est par les élections. Si vous voulez devenir président de la République, c'est par les élections. C'est par les élections. CENI vous proclame, Cour constitutionnelle vous confirme. C'est tout. Il n'y a pas deuxième possibilité lorsqu'on réfléchit à un juriste constitutionnaliste. Mais nous avons nos amis des politologues. Et ils vous disent avec leur prince Machiavel et les histoires là, bra bra bra, il y a des modes extra-constitutionnels. Ces modes extra-constitutionnels qui sont illégaux, mais qui peuvent être légitimes lorsque un pouvoir est dictatorial, sanguinaire et qui opprime son peuple. Parmi ces modes extra-constitutionnels qui sont acceptés par la société, il y a maintenant celui qu'on appelle le coup d'État. Le coup d'État n'est pas à confondre avec le putsch ou coup de force. Non, madame. Il y a coup d'État lorsque c'est une institution politique ou publique qui prend le pouvoir. Mobutu l'a fait. C'était le haut commandement militaire. C'est l'armée qui prend le pouvoir. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, même au Mali, ce n'était pas un coup d'État. C'est un coup de force. C'est un putsch. Parce qu'une unité, ce n'est pas l'armée comme institution. C'est une unité. C'est comme chez nous, lorsque par exemple, une unité blindée ou la garde républicaine prend le pouvoir, ce n'est pas un coup d'État, c'est un coup de force. Mais lorsqu'on parle toujours d'une institution, ce n'est pas seulement l'armée. L'institution président de la République, par exemple Kabila en 2016, s'il changeait la constitution pour se maintenir, là c'est un coup d'État constitutionnel par l'institution président de la République. J'ai parlé des coups de force. Il y a aussi des révolutions armées. C'est là, par exemple, avec la FDL, une rébellion qui arrive à renverser le pouvoir, pas une guerre subversive. Ça peut être aussi une action subversive avec action étrangère, l'agression. Ça, par exemple, si les CNDP venaient ou les RCD arrivaient à renverser le pouvoir, ça c'est les modes extra-constitutionnels que nos frères Lokaka enseignent. Mais nous, nous enseignons les enfants qu'il faut rester dans les droits. Donc, ici, moi, je vais répondre à des questions comme un stratège militaire et au pouvoir. Voici des questions qu'on doit se poser. Qui est l'auteur de cette mésaventure suicidaire et droguée? Qui c'est ces assaillants-là? Bon, la réponse là, c'est un peu compliqué. Lorsque je vois ces Malanga avec des sujets, donc des nationalités canadiennes, américaines, je me pose la question, est-ce que nous sommes en train de vivre l'histoire, nous qui avons fait l'histoire militaire avec la formation d'officiers d'OTAN. Vous savez la guerre des Kansimbala, des mercenaires, Bob Denard. Bob Denard, la France lui demande de déclencher les opérations. Bob Denard dit non, je suis déjà dans l'armée congolaise. Parce que là, on était déjà dans l'armée, dans l'ANC. Pendant que Bob Denard déclenche les hostilités, le télégramme arrive
on l'appelle, la France lui dit non, non, on s'est déjà entendu avec les États-Unis. Il ne faut plus. Laissez. Alors que ces unités sont déjà en affrontement avec l'ANC. C'était trop tard. Alors il était coupé par sa base arrière qui devrait être à la France. C'est comme ça que même Major Jean Sekram, il s'est démené à Kindu, il n'avait plus moyen. À Bukavu, il n'avait plus moyen, il n'y avait pas de renfort. Le film que les gens aiment voir, le film, parce que ces assaillants, ils sont des amoureux des colonels Braddock, des Rambo. Quand les gens voient le film des Oies sauvages, les 50 commandos, pour la libération du président. C'est-à-dire, on donne une émission et après, on coupe. Moi, je peux supposer que nos services de renseignement, j'en parlerai, qu'ils ne puissent pas sous-estimer la chose. Ils doivent entrer en profondeur. C'est comme si ce complot a été bien préparé à l'étranger, en Amérique du Nord, et que à un certain moment, avec le voyage du chef de l'État, la diplomatie, on a réussi quand même à couper. On dit non, non, on peut arracher peut-être ça, on ne sait pas de quel côté. Et le messieurs étaient restés dans le bain de cette aventure-là. Et il ne voulait plus écouter parce qu'il pensait déjà être président de la République. Il a foncé. Il a foncé de lui-même. Ça, cette piste, il faut qu'on puisse se creuser. Deuxième point, c'est les objectifs. Quand on mène cette opération, ils avaient quel objectif? De renverser les pouvoirs et d'installer la République du Zaïre. Et en s'attaquant au palais de la nation, c'est-à-dire c'est au bureau du président. C'est là où on trouve que c'est un monsieur qui était là, mais ce n'était pas lui le concepteur. Parce qu'on se pose la question où? Au palais de la nation, quand le président ne travaille pas, quand le bureau est fermé, vous venez renverser les pouvoirs quand le bureau est fermé. Or, ce n'est pas la présidence. La présidence n'est pas une institution de la République. C'est le président de la République qui est institution de la République. Parce que Fachi Beton, Moukwatombolo, il est personne physique et il est personne morale. Touché à sa personne, si vous lui jetez les cailloux, si vous me jetez moi les cailloux, c'est tentative de coup et blessure volontaire. Si vous jetez les cailloux au cortège du président, c'est atteinte à la sécurité de l'État. Donc, vous comprenez qu'il y a des flous là. Là, on ne comprend pas. C'est là où j'ajoutais drogué. Il visait qui? Le président Fachi. Est-ce qu'il habite là? Est-ce qu'il travaille même régulièrement là? Non. Le président Fachi, on devrait aller là où il habite. Donc, vous croyez que c'est vraiment une aventure suicidaire droguée? Bon, comment? Là encore, vous allez voir que non, ils ont fait ça sous drogue. Sur le plan tactique, vous êtes moins de 40 personnes. Et vous venez tous dans des jeeps Prado en cortège comme si c'était le mariage. Vous débarquez tous. Et puis vous entrez au palais de la nation. Vous avez installé le drapeau. Vous commencez à chanter, à glorifier Dieu. Et vous glorifiez Dieu. Mais normalement, sur le plan tactique, vous devez avoir des unités éparpillées. Oui. Où vous savez que non, il y a équipe d'avance, l'autre qui va venir, voilà, nous allons nous replier. Si les plans de force, bon, même si on dit armes lourdes, on n'a rien vu, c'était des AK, il n'y avait pas quoi, l'effectif aussi c'est simple. Mais voilà maintenant là où je vais un peu chuter, c'est par rapport à des recommandations, parce qu'il y a l'autre thématique qui va venir, c'est sur les plans sécuritaires. Si les plans sécuritaires, beaucoup a été dit, on n'y entre pas parce qu'aujourd'hui nous ne sommes pas là, mais je reviens à ce que Mouzé, lorsqu'il a créé le service national, ce n'était pas pour les bilags. Il y avait une mission. La devise de du service national, c'est conscience, vigilance et défense. Vigilance, c'est plus grand que la sécurité. C'est plus grand que le renseignement. Parce qu'un REDOC peut être acheté. Un général de la dernière peut être corrompu par les ennemis. On a vu ça quand la FDL avançait. Mais le peuple ne peut pas corrompre un peuple. C'est comme ça que Mouzé voulait que
faire beaucoup de bâtisseurs, et chaque bâtisseur avait la mission de la vigilance. Parce qu'il fallait parler de la vigilance totale et populaire. Comment? On déploie les militaires. Vous avez interrogé le rôle de la DG. Non, ça ce n'est pas ça. Les renseignements ne peuvent pas être entre les mains exclusives d'un service. Non, les vrais renseignements, en Corée du Nord, partout au monde, c'est d'abord la population. C'est-à-dire, vous arrivez à l'aéroport, ceux qui prennent vos bagages là, ce sont les agents de renseignement. Il y a les taxis de l'État. Les taxis. Vous montez dans les taxis. Taximen, agent de renseignement. Il vous amène à l'hôtel. Le gérant, agent de renseignement. Les femmes libres qui viennent là, agent de renseignement. Tout c'est ça le renseignement. Mais ici, chez nous, on a voulu faire le renseignement, une affaire de TD, de bureau D, et même. Et voilà ce qui arrive. On arrache une Jeep à coup de feu, des météos. Jusqu'ici, il n'y a même pas un véhicule de la police pour les poursuivre. Parce que si on les pourchassait par la police, ils ne pouvaient pas. Donc, voilà un peu ça. Maintenant, je termine pour dire quoi? Par rapport toujours à la sécurité, madame, sur le plan stratégique, moi, j'essaie un peu d'interroger l'attitude de la victime. La victime, c'est l'État. Ok. C'est le gouvernement central qui a été attaqué, menacé. Jusqu'à 6 heures. À 9 heures, le gouverneur suspend un concert de masse. Après 4 heures, c'est-à-dire 4 heures de l'événement sinistre, le gouvernement central dit on peut faire les concerts. C'est-à-dire, vous voyez que la démystification, sous-estimation de l'événement, c'est que, est-ce qu'on a eu le temps, on a la géolocalisation, même dans des pays où on a la géolocalisation, de se dire, est-ce qu'on a déjà fait ce qu'on a fait le nettoyage de toutes les couches résiduelles? Ça, j'ai vu que prochainement, bon, on ne peut pas tout parler sur le plateau, j'ai mes limites là. D'accord, merci. Monsieur Heré, vous êtes congolais, vous avez entendu, vu les images. Qu'est-ce que cela vous a fait? Merci beaucoup, madame, pour la parole. Congo Mboka, Congo ma patrie, Congo ma nation. En fait, les gens oublient souvent des choses. La République démocratique du Congo, avec sa population, avait pris la résolution, la ferme résolution, que tout celui qui désire accéder au pouvoir doit passer par la voie des urnes. Et cela a été scellé depuis 2006, en 2011, en 2019, avec l'alternance pacifique qui a eu lieu. Et en 2023, nous avons eu une nouvelle élection, et en 2018 et en 2028, nous en aurons encore une autre. Donc tout celui qui s'aventure dans un terrain hasardeux doit mettre dans sa tête que sur sa route, il va rencontrer nos forces de sécurité et de défense. Et ces forces de sécurité, par la volonté de celui qui est le symbole de notre unité nationale, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, que j'appelle bien le cousin national, avait pris la ferme résolution de pouvoir professionnaliser cette armée et de pouvoir lui doter des moyens nécessaires pour qu'elle soit réellement une force dissuasive et de défense de nos frontières. Et c'est un processus. Bien évidemment, c'est un processus, madame. Madame, ici, je voudrais commencer par prendre d'abord le profil de l'homme, Christian Malanga, qui a servi comme militaire FAC au sein de notre armée, qui a déserté, qui a rejoint les affaires. À un certain moment donné, il a rejoint l'engagement politique en se présentant même aux élections, je crois, en 2011.
il échoue et disparaît. Il réapparaît dans le vidéo, dans le message, jusqu'à être membre d'un parti politique et en créer un autre. Mais quand on voit le profil de sa personnalité, M. Christian Malanga, il donne le profil d'un narcissique délirant ou dépressif. À la hauteur, à l'exemple de Mukongubila, à l'exemple de Nemwanansemi, parce que c'est ça le profil de la personnalité. Parce que regardez dans la vidéo, quand ils accèdent au palais de la nation, ils commencent par prier. Nzambe okosingaite, olumaki nanga na kokuzwa, na zumboka et tout ça. Donc, ces genres de personnes sont des personnes, et ces genres de personnalités sont des personnes très dangereuses. Parce que vous avez vu, il a entraîné les gens. Et ça, son propre fils. Voilà, même son propre fils, parce que le narcissisme se caractérise aussi par manque d'empathie. C'est une pathologie psychologique. Bien évidemment, par manque d'empathie. Vous voyez, ce manque d'empathie l'a conduit à recruter même son propre fils et l'entraîner dans ses balivernes, dans ses aventures criminelles. Il vient, il commence à prier, Nzamboko Singaïté, tout ça, et il s'installe. On voit même son fils qui est entraîné dans cette aventure-là. Donc, c'est quelqu'un qui est psychologiquement malade, qui souffre d'une pathologie. Et l'homme, tous ces gens qu'il a entraînés, et quand j'ai vu même les chargés des opérations, les chargés des opérations, quand il donne son récit, il dit, j'ai été contacté à partir de l'Angleterre, il nous avait dit, nous allons prendre le pouvoir, nous serons appuyés par les Américains. Mais vous voyez comment dans ces délires, il entraîne d'autres gens dans ces délires. Mais venir ici et être appuyé par les Américains, être accompagné par les Américains, enfin je ne sais pas, les Américains ou l'Américain nous avons vu, les supposés Américains nous avons vu, mais quand vous regardez même le physique de l'individu américain dont il supposait appuyer leurs opérations, il n'a même pas le profil d'un commando. Non. Il n'a même pas le profil d'un commando. Donc, il a entraîné les gens dans ses idées de grandeur, dans ses idées de l'estime de soi, de surestime de soi. Et voilà là où ça l'a entraîné. Coup d'État ou coup d'éclat, je ne sais pas, mais dans mes analyses, je vois un groupe d'hommes venir siéger le bureau du président de la République. Nous savons tous dans les symbolismes ce que représente le palais de la nation. Donc c'est le siège du pouvoir de l'institution président de la République. C'est là que le président vient travailler, c'est là qu'il reçoit ses officiels, c'est là qu'il reçoit tous les officiels qui viennent lui rendre visite. Et c'est là qu'il y a eu sa première prestation de serment. Donc, là, c'est la menace des institutions de l'État. Et quand je vois encore ces groupes-là, de ces aventuriers, faire descendre les drapeaux de la République au palais de la nation, assiéger et faire descendre les drapeaux de la République, faire monter l'ancien drapeau, leur drapeau. Donc, pour dire que c'est un coup d'État qui est consommé. Parce qu'ils ont changé déjà. Nous ne sommes pas en République démocratique du Congo. Nous sommes au Zaïre. Nous avons changé la République. Donc, ici, le coup d'État, les éléments d'un coup d'État est déjà réunis, en fait. Parce qu'assiéger le bureau du président de la République, faire descendre les drapeaux pour hisser un autre drapeau et les proclamer dans les directs qu'il avait fait
à travers ces comptes ou dans le réseau social. Donc, c'est très dangereux. Mais comme Maître Moupili a dit, la vigilance. Parce que ce matin, je crois, notre force d'armée était dans le lieu, dans l'hôtel où ils étaient logés. Un ami avec qui j'étais, quand il a vu l'hôtel, il a dit, oh, mais ces individus ici, moi je les ai vus à 2 reprises dans cet hôtel-là. Une fois j'étais là, je les ai vus dans cet hôtel, c'est là qu'ils étaient logés réellement. C'est comme si je doutais, ah mon cher, il m'a dit, attends, j'appelle quelqu'un avec qui j'étais ces jours-là. Il appelle, oui, réellement, ils ont confirmé. Donc, ils étaient là depuis un certain moment, et ils ont eu le temps de pouvoir préparer leur attaque, ici même dans le pays, dans la capitale, ce qui est très dangereux par rapport à la sécurité. Il paraît qu'il était venu sous couverture d'un investisseur. D'autres langues le disent aussi, il paraîtrait. Bien évidemment, parce qu'on voit dans certaines vidéos où ils étaient dans un site minier, en train d'exploiter le minerai et tout ça, machin, parce que nous connaissons tous, c'est par ces canaux-là qu'ils entrent toujours. Ils prennent toujours un autre visage, alors que leur vrai visage, c'est le visage de lion, pas de l'agneau. Donc, aujourd'hui, on ne peut que féliciter notre force armée, nos forces de sécurité et de défense, d'avoir mis le pays hors état de nuire. Et nous félicitons aussi le courage du président de la République de pouvoir commanditer cette opération jusqu'à mettre un terme. Et nous sommes fermes que tout celui qui voudra se lancer dans la conquête du pouvoir doit commencer d'abord par se faire connaître à la population et s'enregistrer dans le processus démocratique qui sont les élections, madame. Parce que si nous continuons comme ça, il y a risque. Il y a risque, pourquoi? Parce qu'à un certain moment donné, la population n'est pas assez vigilante. N'est pas assez vigilante. On se lance dans des histoires qui sont éphémères. Et il y a une certaine déconcentration de la population par rapport à l'essentiel. Et l'autorité politique du pays doit donner des bonnes orientations aujourd'hui pour que la population puisse être assez éveillée. C'est la raison pour laquelle même nous disons ici Congo Mboka Nangana Kobatela Yango, Congo ma nation, Congo mon pays. C'est pour faire cet appel au patriotisme. Et aujourd'hui, nous appelons notre peuple à l'unité, de faire un front commun avec notre commandant suprême, avec celui qui représente notre nation. Parce que le combat aujourd'hui que le chef de l'État mène ne peut pas le mener seul. Madame, vous savez, quand un pouvoir est menacé, toujours, quand un président est toujours menacé de tentatives d'assassinat ou de mort, ou de renversement des régimes, cela veut dire que ces régimes-là ou ces présidents-là ne s'illustrent pas dans les aventures de la communauté internationale. Aujourd'hui, le président de la République, je crois que dans l'émission passée, nous avons dit, les profils qu'il prend des fois, c'est les profils de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Et nous connaissons tous l'idéologie des Mouzé. C'est la préservation de notre pays, de nos richesses, la préservation de notre souveraineté, la préservation de ce que nous sommes, nous Congolais, et aussi la protection de nos entités territoriales. Et aujourd'hui, avec la guerre qu'il y a à l'est du pays, où nous voyons les ambitions belliqueuses rwandaises s'illustrer dans les attaques, dans l'envahissement de la partie est du pays, et aussi l'accompagnement de la communauté internationale. Parce que, madame, il faut le savoir, que les manœuvres britanniques de pouvoir envoyer les demandeurs d'asile au Rwanda, alors que au Rwanda, il y a même les demandeurs d'asile rwandais qui sont
en Angleterre, alors, qui sont des Rwandais, où est-ce que ces demandeurs d'asile-là seront envoyés? Madame, il y a même des dirigeants anglais qui ne savent même pas que les Goma se trouvent en République démocratique du Congo et non au Rwanda. Nous avons vu un jeune Congolais étudiant en Angleterre qui avait posé cette question-là au ministre, à l'un des collaborateurs de Premier ministre Rishi. Il ne savait pas se situer. Il dit, mais les Goma se trouvent... Il dit, mais c'est pas l'information que moi j'ai. Vous voyez? Et ce Congolais-là lui a dit, si moi je suis aujourd'hui ici, en Angleterre, c'est parce que Kagame mène une guerre sans merci sur le territoire de mon pays. Je ne sais pas étudier, rester dans mon pays. C'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Et si aujourd'hui vous me dites que vous me renvoyez au Rwanda, là vous cherchez ma mort. Et nous savons tous comment est-ce que l'avion d'Abiyarimana et des Cypriens de Burundi a été abattu. C'est pas FPR, les Rwandais. Donc, aujourd'hui, nous ne pouvons pas blaguer avec notre sécurité. Nous interpellons nos services de sécurité et de renseignement de faire leur travail en bon escient et en toute conscience. D'accord. On a parlé, j'ai retenu ici que la population doit rester vigilante. La population doit doubler cette vigilance-là, mais il y a des préalables aussi. D'un côté, on dit que le Congolais est facilement achetable, tout ça. Quels sont les garde-fous que nous devons mettre en place pour que la population joue son rôle de gardien et pour ne pas trahir et rester vigilant? Madame, c'est à moi. Oui, c'est... Merci. Tout d'abord, avant de commencer, je voulais, je crois qu'on ne l'a pas souligné ici, il y a eu quand même 2 policiers qui sont morts. Hein. Oui. Donc, je voulais présenter mes sincères condoléances aux familles. Et je voulais quand même que l'État prenne ses responsabilités par rapport à la mort de ces 2 vaillants policiers, hein, qu'ils soient enterrés dignement et qu'on n'oublie pas qu'ils ont laissé des familles. Voilà, parce que c'est quand même des gens qui sont morts sous le feu de l'ennemi et pour protéger le président Kamere et que voilà, il doit être enterré dignement. Voilà. Et puis deuxième chose, je voulais quand même féliciter l'action de nos forces spéciales, hein, pour récupérer très vite la situation. Sinon, on ne sait pas ce qu'il allait à venir parce qu'on était déjà vers 5h ou 6h du matin. Tout le monde n'a pas Internet. Hein, les gens se préparaient pour aller à l'église. Voilà. Donc, il y a une famille qui peut passer devant le palais de marbre et recevoir une belle perdue. Donc, ça aussi, il félicite l'année. Palais de la Nation. Palais de la Nation, voilà. Ça, c'est la deuxième chose que je voulais... Madame, vous savez, en France, lorsque on a eu des attaques de Charlie Hebdo, je l'ai dit plusieurs fois ici, ou le Bataclan, il y a eu à l'unanimité le soutien autour du chef de l'État. Les gens à Kinshasa, je précise bien à Kinshasa, pas dans toute la République, ils ont tendance à oublier que nous sommes en guerre. Et la guerre, c'est pas qu'à l'Est. Ça se passe aussi ici à l'Ouest et ça se passe dans la capitale. Donc nous devons être conscients qu'on n'a qu'un seul pays. C'est la République démocratique du Congo. Et l'élite politique qui, pour ces derniers temps, hein, ils sont dans les conciliambules de postes, de partage du gâteau et tout ça, doit jouer leur rôle autour du chef de l'État. Il n'y a pas que l'union sacrée, même l'opposition. Vous comprenez? Parce que moi, je suis très inquiet, hein, par rapport à ce que vient de dire le colonel, même le professeur Bopili, comment un groupe de 40 personnes opère aussi facilement dans la capitale. On tue, on arrache des véhicules, on vient chez le président Kamere et puis on continue jusqu'au palais de la Nation. Et puis à un moment donné, alors là, je rejoins la thèse il y a un peu le côté drogué, on voit le monsieur qui... Bon, je suis arrivé, je fais quoi? À un moment donné, il est là, qui dit ça? C'est quoi ça? On sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bon, on ne va pas faire le procès maintenant, parce que c'est le procès qui va établir les responsabilités, hein, même au niveau de l'armée, que ce soit au niveau de nos services de renseignement, mais on doit se poser des questions. Vous avez parlé de la formation, de la formation politique, hein, du peuple congolais. On a bien commencé avec Mouzé, même au nom, ça s'est arrêté. Je ne sais pas qui l'a arrêté, pourquoi ça s'est arrêté, mais c'est très important. Et c'est là où les partis politiques ne jouent pas leur rôle.
Pourquoi ils ne jouent pas leur rôle? Parce que pour la plupart, c'est plus les intérêts perso que l'intérêt public ou pour la nation. Aujourd'hui, madame, vous allez vous retrouver dans un gouvernement, et ça je le dis, Wesson Gambi, avec des gens du Palou qui sont de la gauche, voire de l'extrême gauche, avec le MLC, qui est un parti de droite, donc le Capital, avec Ensemble, qui est un parti de droite, donc des libéraux. En face, vous avez l'UDPS, qui est un parti de gauche, donc sociodémocrate, l'UNC. Mais vous sortez quoi comme idée pour que le pays avance? Et ça dure comme ça depuis la conférence nationale. On met des gens qui ne sont pas compatibles pour travailler ensemble. Et le peuple ne se retrouve pas. Oh, voilà. Ça existe, c'est des libéraux. Des libéraux. Ils font libéraux par rapport à Non, c'est des libéraux. Ils sont libéraux. Hein? Moi, je ne vous vois pas ensemble avec... C'est une émission spéciale. Hein? Ouais, allons au sujet. Et tout, justement, non, si, mais laissez-moi, je vous ai laissé parler, vous comprendrez tout à l'heure ma pensée. Et tout ça fait partie des failles que nous avons dans la gestion quotidienne de l'État congolais. Vous comprenez? Vous allez à un pays comme l'Angola, où je crois que le professeur Bopila était là-bas. La gestion même sécuritaire de l'Angola. On sait que ces gens-là, ils ont été formés par les Cubains, les Russes et les autres. Tout se comprend. Dans chaque coin, il y a un policier, dans chaque coin, il y a quelqu'un en arme. Vous comprenez? Parce que c'est une idéologie. Et même l'armée est formée dans une idéologie précise, politique, comme disait en Corée du Nord, et c'est pareil aux États-Unis. Vous comprenez? On tue un jeune homme à Delvaux, on prend sa Jeep, on se tremble dans tout Kinshasa. Je crois qu'il y avait des caméras, non? Voilà. Il y en a. Il y en a. Bon, bref, dans les rues, je crois. Hein, bon, je ne sais pas si ça fonctionne encore. Et on arrive jusque chez M. Kamere, on fait une attaque d'1 heure, en plein centre-ville. Pullman, Fleuve Congo, les ambassades. Après 2 heures. Aucune réaction. Moi, je me base par rapport au tweet de Madame Amida, qui dit, attendez, les jeunes là de Jeep Madame, à 2 heures du matin, et on attaque la résidence à 4 heures. Le tweet de Madame Amida dit ceci: mon mari m'a réveillé à 4 heures. Et les renforts sont arrivés à 5 heures. On est à Gombe. Comment voulez-vous que les gens nous fassent confiance pour venir investir ici, pour venir s'installer ici, pour venir travailler ici? Bataclan, dès que ça a commencé, je crois dans les 10 premières minutes, c'est la première unité qui arrive, c'est les BAC. C'est les jeunes hommes qui sont en culotte, mais ils ont leur revolver. C'est eux qui entrent, les premiers, avant que les forces spéciales arrivent. Nous devons être réactifs. Bon, maintenant, pour revenir au fameux Malanga. Bon, vous n'avez qu'à regarder Madame sur YouTube, les 10 dernières années. Moi, je regardais, je voulais voir c'est qui ce monsieur, d'où il vient, qu'est-ce qu'il fait. Mais il a la grande vie, Malanga. Il est reçu partout, les loges maçonniques, Vatican, les entreprises, les universités. C'est pas quelqu'un qui nous tombe comme ça, comme un cheveu sur une soupe. Quand il a qu'il est connu dans les services. Bon, ça, je sais. C'est un officier des forces armées. Non, c'était un ancien, c'est des acteurs. Mais après, il a mené une vie, il s'est enrichi aux États-Unis, où, dans son ranch, il entraîne même les membres de son parti. Il y a des images. Malanga sous Kabila. Il a gêné à un moment donné. Oui, en 2016. Voilà. Donc, c'est pas quelqu'un qui sort du néant. Alors, la question que moi je me pose, mon colonel, la question que moi je me pose, par rapport peut-être certainement aux implications étrangères, nos amis, bon, je ne sais pas si on a des amis autour de nous, les pays voisins, parce qu'à un moment donné, il a atterri quelque part. Il a atterri quelque part, donc il a donné son passeport, il a traversé. Il n'y a pas d'amitié entre services pour nous signaler que voilà, il y a quelqu'un qui peu recommandable qui entre chez vous. Donc tout ça pour nous dire qu'on n'a pas d'amis autour de nous. On n'a pas d'amis. Arrêtons de faire le gentil, le béni oui-oui. Non, on n'a pas d'amis autour de nous. Prenons notre destin en main. Soutenons le chef de l'État pour aller encore plus vite dans les réformes des services de sécurité, de l'armée.
chacun aura à répondre, parce qu'il serait temps que dans ce pays, les gens répondent de leurs responsabilités, quand ça ne va pas. Parce que cette histoire, c'est bien, on a eu, bon, je dis c'est bien, on a eu 2 morts, il y a eu quelques... Mais ça aurait pu être pire, madame, pire. S'ils sortaient de la maison, du palais de la Nation, ils prenaient 24 le dimanche, avec des gens drogués, ils ne savent pas où aller, vers cathédrale. Je crois qu'on ne serait pas ici, il y aurait décrété deuil national et tout. Donc prenez ça très au sérieux, cette histoire. Moi, je me dis, bon, c'est une hypothèse, je ne sais pas si je peux le dire, je dis, est-ce que ce n'est pas un coup d'essai? Oui. Parce que ça a l'air tellement facile, je me dis, est-ce que ce n'est pas un coup d'essai? Donc soyons très vigilants. Pour voir un peu comment les forces ont réagi et tout ça. On voit ça même dans les films. Quel est le timing? Vraiment, faisons très attention. D'accord. Voilà. Merci. Oui, monsieur Jean Lukaka. Oui, je vous remercie. Je remercie les co-débatteurs. En tout cas, moi, je médite cette situation. Ça fait 4 ans dans cette table, je pensais que quand il y a la guerre à l'Est, il y a toujours l'incidence politique à l'Ouest. Et au regard des faits Mobondo qui ceinturent Kinshasa, ce sont des faits de sécurité. On suppose qu'il faut aller plus loin. Et donc, une distraction entre l'Est vers l'Ouest. Et l'Ouest, c'est les institutions de la République. Et l'institution touchée, c'est l'institution présidence de la République. Donc, ce n'est pas un fait du hasard. Et je suis républicain, j'arrive dans une thèse, c'est le communiqué de l'armée de mon pays. C'est la défense nationale du Congo qui déclare que c'est un coup d'État. Et donc, ils ont mûri la réflexion que c'est un coup d'État. Et donc, je ne pouvais pas aller dans les analyses scientifiques, professeur Mopili, politologiquement parlant, sur les éléments qui composent le coup d'État. Donc, l'armée sait qu'il y a un coup. Donc, au sein de l'armée, il y a 2 choses à analyser ou à éradiquer, parce que c'est l'armée qui a déclaré le coup d'État. Et le coup d'État, c'est l'armée qui opère le coup d'État. Dans ce cas, il faut que l'armée de mon pays arrive à nous montrer les militaires impliqués au sein des corps de l'armée. C'est ça, la nature du coup d'État. Et même son sens. Donc, il y a des éléments au sein de l'armée qui doivent être présentés aussi, au-delà de ce qui a été présenté. De 2, c'est toujours ici, madame, je parle que mon pays n'a pas un service de sécurité et d'intelligence. Je suis en train de prôner la création d'une direction de sécurité et d'intelligence. Mon pays a une agence de renseignement. Je contrôle le mot par rapport aux études sécuritaires. Le pays a une agence de renseignement et un conseil national de sécurité, qui est d'office le conseil de sécurité en matière, le conseil du président en matière de sécurité. Mais la direction de sécurité et d'intelligence, pour analyser ce que Eri a dit, professeur Ngambi, professeur Mopili, il vient d'où? Il est rentré comment? Il est avec qui? Qui opère? C'est un service de sécurité qui analyse le fait. Et là, une fois, coup de chapeau à l'armée de mon pays par les unités, parce que, vous savez, le tout, les gens sont entrés à Pétanque avec Donald et autres. Ils ont forgé les murs, mais il a fallu des heures pour les déloger. Ils sont aux États-Unis. Et donc, dans le temps record, l'armée de mon pays a délogé les gens.
peut-être dans notre camp, sans incident majeur. Donc, il y a professionnalisme. Et donc, au regard de ce professionnalisme, nous pouvons penser que nous avons une armée républicaine et avec des gens formés. Parce qu'ils ont fait ça dans un temps record avec professionnalisme. Vous pouvez faire des incidents en amont, mais il y a une manière de vous encadrer pour vous déloger. Il faut être professionnel. Et ce qui a été fait, on suppose qu'on a des unités compétentes pour faire la chose et plus calme. Dans ces cas, partout, quand les gens s'organisent en dehors de vous, ils ne signalent pas, hein, tu as dit Charlie Hebdo, partout ils entrent, ils font. Mais l'essentiel, c'est de le maîtriser. Et dans ces cas, c'est ce qui a été fait. Ce qui a été fait, nous pouvons dire, au moins, l'état-major général, le service de renseignement, ils fonctionnent. Parce qu'ils ont délogé. Parce que les coûts, on ne sait pas les analyser. Les mettre en scène, on ne peut pas. Les salons de tous les Congolais font partie des laboratoires politiques et techniques. Personne ne maîtrise les conversations de chaque salon. Avec quel élément en famille on peut opérer? Donc, mais au moins, ils les ont délogés. Mais la troisième des choses, ce qui dérange, c'est écœurant. Dans une analyse, je n'aime pas parler de droit que je fais aussi, dans une analyse politologique aussi. En tout cas, je me demande de la gauche, vous avez parlé de la gauche, parce que, professeur Ngambi, on n'a pas de débat idéologique de la gauche. Hein. Ça n'existe plus. Chez nous, ici, il n'y en a pas. Je crois que l'autre vous avez parlé, on a des libéraux, des ultra-patriotes, ultra-patriotes. Et puis, on a des ultra, on a des communistes, on est... L'histoire des idéologies, c'est des... Non, attends un peu, attends. Alors, les idéologies ici... Ça n'existe pas chez nous. Professeur Ngambi, j'ai la parole. Non, j'ai la parole. On n'a pas de débat idéologique. Ça, ce sont les gens qui viennent... Qui seraient de la... Qui viennent acheter, enseigner ça. Non, mais... Le libéralisme est né par rapport à un contexte sociétal. Attends, prof, j'ai la parole. J'ai la parole. Le PPRD de la gauche... Ça, c'est on a c'est la diaspora qui amène ça. L'IDPS de la... Attends, prof. C'est-à-dire, idéologiquement, on n'a pas de gens. L'IDPS, c'est la social-démocratie. Le PPRD est la mission en opposition. C'est en termes des idéologies. Mais parce que c'est du copier-coller pour écrire. Prof, ce n'est pas du fait vécu. Je pouvais parler de ce que Louto a parlé. Le débat idéologique n'existe pas parce que dès que la gauche est au pouvoir, automatiquement, il n'y a pas de contradiction. Mais pourquoi on a la contradiction? Parce que le débat n'est pas fondé sur les pensées, les modes de gestion. Quelle est la structure économique? C'est l'économie libre du marché. Est-ce que vous avez même cette économie pour analyser? Prof, et je m'excuse, j'ai paraphrasé les débats idéologiques. Eri, je vous en prie. C'est le débat idéologique. Parce que quand on est de la social-démocratie, est-ce que la loi sur la sous-traitance peut faire la promotion dans une république là où il y a les gens de la gauche? Et mais qui peut se faire la promotion sur la sous-traitance? Donc c'est contradictoire quand quelqu'un de la gauche. Alors je me dis, l'eau, la santé, l'électricité, le logement, il y a un problème. C'est comme ça que je dis, nous avons un problème. Là, c'est pour enrichir ce que vous avez dit. Ce débat n'existe pas. Il faudrait l'avoir un jour. Et puis, je me demande, je ne sais pas par mes analyses, peut-être je peux me rendre malade ou je fais la somnolence. Je ne sais pas. Je n'ai jamais vu les gens qui sont pour et contre au même moment. C'est le comportement de nos frères qui sont avec nous à l'Inno Sacré. Ils sont pour le pouvoir et contre le pouvoir en même temps. Donc, ils sont au pouvoir et à l'opposition. Donc, l'ambivalence. Je n'ai jamais vu ça. Et c'est avec ce geste-là, de pour et contre, les gens ne se retrouvent pas. C'est clair. Prof, c'est savant. Le ministre des Finances serait de la mouvance présidentielle. Le journaliste Mutombo serait de la mouvance présidentielle. Mais tu sais ce qu'il présente?
Vous vous rendez compte? C'est-à-dire, l'État n'est pas protégé en ce sens-là. Droit de réserve je ne sais pas, le chargé de l'autorité de régulation de la communication. Mais c'est en retard. Parce que oui, il est en retard. Moi, j'ai étudié l'État. La première mission de l'État, c'est l'information. Et l'État contrôle l'information. Mais s'il y a, même pas liberté, s'il y a libertinage des informations ayant trait à la sûreté de l'État, Au prestige de l'État. ayant trait à la personne du chef de l'État et des institutions de la République, c'est dangereux. Et là, je rejoins Eric. Le Léviathan n'a pas d'amis, n'a pas de camarades, n'a pas de famille. Mais si les amis et la famille arrivent à communiquer ce qui serait privé, ça bouleverse l'État. Les scènes et les scénarios que nous vivons. En Chine, on n'autorise pas Twitter, WhatsApp, Facebook. Quand vous arrivez, il y a quelque chose qui doit vous gérer pour la communication. Mais tout n'est pas à communiquer. Tout n'est pas utile. Qui communique à qui, où, comment et quoi. C'est comme nous disions, vous avez entendu, la prière. La 4e thèse, c'est il faut créer le Conseil œcuménique de culte congolais. C'est ce que les Français ont créé après les attaques là de gens de l'Est. Parce qu'on doit veiller sur les enseignements. Qui prêche quoi? Parce que dans le mouvement messianique, on peut te dire, tu pars au ciel. Oui, on avait proposé tu pars au ciel. Mais il faut créer le Conseil œcuménique de culte congolais. Présider et veiller sur la qualité des enseignants, de l'enseignement. Parce que quand vous je suis dans le fait de la guerre, je suis en train d'analyser, parce que dans le mouvement, vous avez des armes que je parlais. Et vous avez un mouvement de prière. Quand quelqu'un remplit la mission de Dieu, c'est le mouvement messianique. Et si tout le monde doit rêver du pouvoir de Dieu, quelle serait l'incidence? C'est comme ça qu'il n'y a pas contrôle. Parce qu'il était aussi convaincu qu'il a une mission divine. En traversant le Congo central, un jour, je partais vers Matadi et j'étais bloqué dans la route. Excusez madame, c'est profond. Il y a un groupe de gens qui sont sortis dans la route, ils se disent Mangelengele, 2 mètres. Ils sont dans des forêts avec des tennis. Ils revendiquent l'Enzambe à Bakoko. Qui les maîtrise? Et quand ils sont dans les forêts à 2000 à 4000, qui contrôle le degré d'enseignement? Ils ont le relais toujours avec les gens de l'Europe. Grande-Bretagne, souvent. États-Unis, je m'excuse. La Suède, qu'on n'est pas dessous. Mais il faut convoquer les ambassadeurs sur l'aspect diplomatique pour les justifications, même s'ils sont privés. De 5, ce que nous avons comme service de sécurité privée, ça c'est le rôle du ministère de l'Intérieur. Tous les services de gardiennage, qui sont les patrons? En tout cas, à 100%, 80% sont étrangers. Tous les services de sécurité de gardiennage dans mon pays, 80% sont étrangers. Indien, Libanais, Pakistanais. Et avec quelle orientation et quelle sécurité? Quelle orientation et quelle sécurité? 6e point, excusez madame, quand j'étais petit, je voyais le bateau militaire qu'on appelle Ebale. Le bateau qu'on appelle Ebale, c'est le bateau de la force navale. C'est à quel état, mon colonel? Le bateau Ebale. Je ne sais pas si c'est dans le chantier naval. Avec la réparation. Alors, si vous sillonnez le long du fleuve, quel bateau militaire? Il faut l'équipement militaire. Et puis, il y a quelque chose qui m'étonne moi-même. 18h, 19h, entre le fleuve Congo, Lutu, je crois qu'on était là. Oui, on était là. Vous voyez des pirogues qui traversent vers le Congo-Brazzaville la nuit, 20h, 21h. Et ils ne sont pas inquiétés. Ils ne sont pas inquiétés. Mais ça se passe où? Ah bon? Oui.
Mais les commerçants traversent. Oui, d'accord, mais c'est un problème. Vide. Alors, quand vous quittez le long du fleuve, la force navale doit être équipée. C'est-à-dire, il y a un problème, ce n'est pas de la réforme. L'armée, c'est les armes. Et puis la personne, l'homme, hein, arme. Et puis homme. Et enfin, l'équipement à ce niveau ici. C'est l'équipement qu'on appelle dotation. On ne peut pas doter les militaires une tenue. 6 à 8, ils doivent s'échanger, professeur Mopi. C'est comme les chemises. Quand quelqu'un a une tenue, il faut revisiter. Parce qu'ils sont... C'est le seul pays qui a des patriotes partout. Les médecins, ils travaillent avec amour et patriotisme. Les enseignants, ils travaillent avec amour et patriotisme. Les fonctionnaires, ils travaillent avec amour et patriotisme. Et les militaires. Mais dans ce patriotisme, l'État doit les équiper. D'accord. Ok. Merci beaucoup. Nous avons tenu à voir ces analyses chaudes parce que nous avons compris que par rapport à ça, nous devrions vraiment vous fixer sur ce qui s'est passé. C'est vrai, ici, on n'a fait que des analyses sur les faits que nous avons vécus le dimanche et sur ce que la RTNC a montré comme image et le reportage qui a été fait et voire même la déclaration de porte-parole des forces armées congolaises. Voilà, nous avons suppité autour de ça et nous avons même donné des recommandations et nous avons tiré la sonnette d'alarme pour dire, comme c'est que Louto a dit, et si c'était un coup d'essai. Donc ça veut dire que nous devons rester vigilants, comme vous avez dit, autour de cette table. Alors, deuxième sujet rapidement, le président de la République s'est entretenu vendredi dernier, vous le savez, à la Cité de l'Union africaine avec les députés nationaux, 406 députés et une quarantaine de chefs des regroupements politiques de l'Union sacrée de la nation qui constituent aujourd'hui la majorité parlementaire à l'Assemblée nationale. Et comment avez-vous trouvé cette démarche du président de la République? Oui, professeur Ngambi. Bon, merci beaucoup. Ça, ce n'est pas en fait, premièrement, c'est que l'erreur était venue du présidium. Le présidium n'est pas autorité de la majorité parlementaire. Le chef de la majorité parlementaire s'appelle le président de la République. Aujourd'hui, on l'appelle majorité présidentielle. Lorsque vous faites une tâche, la première des choses, c'est de faire rapport à l'autorité avant de le rendre public. Mais le présidium avait fait oubli de l'existence du chef de la majorité qui est le président de la République et ils se sont partagés les quotas, ce qui a créé des frustrations et de menaces de dissension au sein de l'Union sacrée. Vous êtes 6, ils se partagent les postes. Le président Bahati prend, le président Bosso prend, le président Kamere prend, tout ça. À la fin des comptes, il n'y avait pas au préalable aussi, parce que le présidium n'est pas allé aux élections. C'est une structure de gestion d'une plateforme. Les personnalités ou les entités politiques sont les partis politiques et les regroupements qui ont produit des députés. Et donc, sans au préalable une concertation avec ceux qui détiennent les députés qui constituent la majorité, le présidium avait fait une fuite en avance en se partageant les quotas sans tenir compte au préalable de l'existence des regroupements. Et donc, ça a créé le mécontentement et le chef devrait rapidement intervenir. Et dans son intervention, qu'il a renvoyé le présidium à opérer ce qui n'avait pas été fait par lui. Une réunion concertée avec le regroupement pour dégager maintenant un ticket. Et donc, c'était la recommandation principale. Tenir compte du poids politique de chaque regroupement, parce que dans les tickets, on s'est rendu compte que la représentation nationale dont recommande la Constitution
n'avait pas été respecté. Le président soulevait qu'il était lui-même étonné que la province orientale la grande province orientale ne soit pas prise en compte, mais également une faible représentation de la femme. Ouais. Et donc, c'est ce qui a été fait, recommandé. L'Union sacrée, le Présidium s'est ressaisi avec cette recommandation. La grande réunion a eu lieu samedi du Présidium. Et pour établir ce que réellement chaque regroupement représentait comme poids politique, en termes d'alignement, ça a été fait samedi. Maintenant, il a fallu remonter pour faire rapport au chef. Voici l'alignement, comment il faut maintenant d'orientation pour faire la répartition. Mais ça montre quand même qu'on est en train encore de passer des jours. Maintenant, ça arrive avec cette histoire de Christian Malanga ou Malanga, ça brouille encore l'environnement. Est-ce que ça pourrait être rapidement traité de manière à installer le bureau, parce que le gouvernement est suspendu en attendant l'installation du bureau définitif de l'Assemblée nationale. Donc, Christian amène encore une autre chose dans l'environnement politique, mais le Présidium samedi avait déjà pris d'orientation de pouvoir respecter. Mais cette façon de faire, M. Ngambi, parce que vous avez été voir la première ministre, avec tout ce que le Présidium de l'Union sacrée crée comme problème. On ne gagne pas en temps, on perd en temps, on perd en tout ce qui est financé, on perd, c'est le pays qui perd. Oui. Alors la première ministre aura-t-elle la tâche facile avec cet environnement politique dans lequel on vit aujourd'hui? Bon, je ne dirais pas que c'est la gestion lorsque vous prenez les responsabilités. Si tout était paradis, on n'aurait pas besoin de chef. Mais lorsqu'on vient prendre les responsabilités, vous avez des défis majeurs à pouvoir relever, et donc ce qui sera la tâche. Mais nous sommes dans un pays où il y a la répartition des compétences. Le Parlement a un rôle à jouer. Le débat aujourd'hui n'est pas encore un débat autour du gouvernement, mais un débat autour du bureau de l'Assemblée nationale, qui est une béquille importante dans la gouvernance. Et là, se pose un problème, parce que personnellement, je pensais qu'il fallait aussi penser à la restructuration, à la recomposition. Mais lorsque vous mettez 5-6 personnes qu'on appelle leaders, j'adhérais, peut-être que je reporterai ce que j'ai contesté tout à l'heure, avec des visions diamétralement opposées. L'idéologie, c'est ça l'idéologie. Je ne parlerai pas d'idéologie, mais des visions diamétralement, d'intérêts diamétralement opposés, la gestion d'ambition. Parce que chacun veut se positionner. Et dans la quête du positionnement, ils s'entrecroisent les intérêts politiques. Et donc, quand les intérêts politiques s'entrepénètrent, les consensus deviennent difficiles. Des gens peuvent se faire rire, se faire embrasser pour raison d'image, mais du fond, ils ne s'embrassent pas. C'est un problème très, très crucial. J'étais moi non plus. Oui, voilà. Donc, regarde, hein, si le Présidium était incapable de dégager un consensus sur les candidats présidents, même devant l'autorité suprême de l'Union sacrée, ils ne se sont pas fait des concessions. Jusqu'à trouver une formule de dire « je vous envoie, allez-y ». Ça veut dire qu'ils peuvent se mettre d'accord sur la répartition des tâches. J'ai perdu ici, je dois récupérer là-bas. Et donc, en réalité, c'est que le jeu se joue autour des ambitions personnelles qu'il faut d'abord satisfaire, mais le président l'a rappelé même à la Cité de l'Union africaine. Pendant que vous êtes à la recherche de positionnement individuel, votre pays brûle. Le pays est menacé le terme, le président l'a utilisé aussi, de la balkanisation. Alors, moi, j'étais à la réunion de samedi, on a terminé encore sans ticket. Toujours que des poissons. Non, au moins ceux qui se sont mis d'accord pour dire, on a comptabilisé le nombre de députés. UDPS arrive en tête, 75 députés. Mosaïque, UDPS, 75 députés. Le Mosaïque du Premier ministre Samalou Kondé, 47 députés. Mosaïque AAP de Tony Kankou, 35 députés.
Mosaïque UNC, 34 députés. Mosaïque AFDC, 32 députés. Mosaïque Mbosso, 28 députés. Mosaïque Masuka, 26 députés. Mosaïque MLC, 23 députés. Alors, cet alignement-là, qu'on va juste présenter sans nom, sans dire, oui, celui qui a l'UDPS, oui, vous avez déjà ça, et Mosaïque, qu'est-ce qu'on donne? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. Et AFDC prend quoi? Sama prend quoi? Mbosso prend quoi? Tout ça, on n'a pas discuté. Ça, on a juste établi la liste. Qui est le premier? Qui est le deuxième? Qui est le troisième? Et on amènerait cet alignement-là au président de la République pour recevoir les orientations. De dire maintenant, oui, le premier, je l'ai vu, le deuxième, je l'ai vu, le troisième, jusqu'au sixième. Voici, je vous propose maintenant le partage va se passer comment. Donc, la réunion de samedi n'a pas aussi proposé un ticket en attendant les orientations du président. Ne donnez pas quand même raison à ceux-là qui disent que les Congolais n'arrivent pas à s'entendre eux-mêmes. Il faut l'attente sur le plan de l'alignement, il y a eu. À vous faire sortir tout ce les aventuriers de la gêne. Comme ça, je vais... Madame, c'est terrible. C'est terrible. C'est terrible. C'est regrettable. Honteux même. Je suis d'accord que le présidium, c'était un organe d'une plateforme électorale, mais c'était avant le scrutin. Mais avec le statut, les gens qui sont là, c'était parmi le statut. Vous êtes Premier ministre, vous devez être placé comme ça. Mais après le résultat des élections, on devrait restructurer immédiatement le présidium, et cela basé sur les résultats obtenus. Maintenant, je rentre. On ne conseille pas un président de la République, c'est une institution. Mais seulement quand moi je regarde tous ces gens-là, à part Kabouya, qui n'a pas travaillé avec Kabila Joseph. Tous ces bons-là, on travaille avec Joseph Kabila. Bon, Bembempe là, Jean-Pierre Bembempe. Oui, lui. Mais attention. Mais Jean-Pierre était 1+4. Il était dans 1+4. Il a travaillé avec. Il a travaillé même ministre de la Défense. Les gens se posent la question, pourquoi cette attitude que nous vivons aujourd'hui autour du président Fachi, on ne vivait pas ça sous Kabila. Je me rappelle quand nous nous envoie pour faire la formation des officiers, le colonel Ndombe nous donne, je vais limiter aux deux conseils. Premier conseil qu'on donne quand vous voulez devenir officier supérieur. Un chef aime tout le monde, mais il n'a pas d'amis. Ça, c'est qu'on nous apprend quand on est devenu commandant. Donc, vous ne pouvez pas être ami à vos subalternes, mais vous devez les aimer. Deuxième chose, un chef ne rit pas. Oh. Ah oui. Ouais. Je ne peux pas rire. Alors, notre chef ce qui fait que... Ça serait trop me demander. Oui. On ne rit pas, on ne rigole pas. On ne rit pas. On ne plaisante pas. Le président Fachi ne peut pas être ami à ses amis qui Masteranga et Tobandeko Bundamboka ensemble. Non. Il est une institution. Deuxième chose, il ne peut pas rire avec ces gens qui non. Non. Et d'ailleurs, lorsqu'on réclame, on est aigri. Et un aigri en politique, la sanction, c'est sous-marin. Donc, le président, même si on dit non, la Grande Orientale, le président doit aller encore très loin. Parce que la frustration, c'est au niveau national. Lorsqu'on descend au niveau des provinces, vous trouverez une tribu qui occupe aussi toute la province. Mais Kabila, avec l'expérience de l'armée, il connaissait vraiment la sociologie politique. Fachi aussi connaît la sociologie politique. Un petit effort. On doit savoir si vous êtes par exemple dans les Tchop. Ce sont les locaux qui sont les gouverneurs. Les topos qui sont ils occupent le président de l'Assemblée provinciale. Il faut laisser les Bamitoukou, les Banyamitoukou et les autres. Ça, Kabila le faisait. Vous avez vu les ministres là qui étaient un peu comme ça, comme pygmées. Il n'y a pas de ministre pygmée.
Non, j'ai dit, mon frère, un monsieur, là, un grand ministre est là, les professeurs là, de l'ESU, c'est... Oui, voilà. Oui, c'est le prof, c'est le président Kabila qui dit cette tribune n'est pas représentée ni dans les institutions locales ni provinciales. Il faut que un de cette tribune. On l'a pris comme ça, on le cherchait. D'ailleurs, on l'avait même chassé, il ne pouvait pas penser. On l'a pris, il a été nommé gouverneur. Je crois qu'il faut aller dans ce sens-là. Parce que vous savez, madame, c'est qu'il y a plus de 450 tribus. Hein. Non, je donne l'exemple. Je dis ceci. Lorsqu'on parle de la Grande Orientale, il faut savoir que dans la Grande Orientale, il y a aussi des frustrations au niveau de l'interne. Il y a des tribus qui ont déjà beaucoup de ministères et tout. J'arrive pour dire la situation que nous traversons. Nos vieux là, il faut interroger ceux qui sont derrière eux. Madame, la situation que nous venions de parler à la première thématique. Aujourd'hui, je l'avais dit il y a un mois, nous sommes dans une situation exceptionnelle, particulière qu'on n'a jamais vécue depuis l'indépendance. Non, c'est-à-dire depuis 2006. Où l'article 75 de la Constitution qui prévoit le régime d'intérim du président n'existe pas. C'est chaque jour que je demande à Simon Kinbangu de protéger le président de la République. Pas parce qu'il a épousé la sœur de chez nous. Non. C'est tout simplement parce que je connais, je suis constitutionnaliste et je suis politologue. Imagine le scénario que le président de la République ne prie. Il n'y a aucune institution politique qui peut le remplacer. On n'a pas un président du Sénat. La Cour constitutionnelle qui devait nous faire une jurisprudence a des problèmes. Il fallait qu'on puisse renouveler la Cour constitutionnelle. Au niveau de notre armée, on n'a pas un général charismatique. Je ne vois pas aujourd'hui un général qui peut dire, bon, je suffis, calmer les choses. Non. Vous allez voir quelqu'un qui sort là, il dit, non, non, je ne le reconnais pas. L'autre, et le présidium aussi. Vous verrez Mbosso qui dit, moi, j'ai la bachaban doudou nangala géré nanga. L'autre ici dit, c'est ce que les gens qui veulent. Retarder les choses. Non. J'ai dit que et dans Mbosso aussi, le Congo central ne se retrouve pas. Ils disent pas que non, ils disent que non, c'est pas le... Hein, comment l'Ouest avec tous les Bas-Congo, tout ça. Donc moi, je trouve que il faut que les services de l'intelligence doivent mettre le nœud dans cette histoire, voir pourquoi les gens veulent bloquer le président de la République. Et le président de la République, on dit toujours, et toi, et les etc. Il doit appliquer le bâton. Ok. Ouais. La politique de la carotte a pris du temps. Madame, merci pour la parole. Je vais donner une recette. Ce qui se passe chez nous, ce n'est pas quelque chose qui est inédit. Ça s'est passé ailleurs. C'est pas propre aux Congolais. Non. Mais chaque pays a ses partenaires. Tout à fait. Tout à fait. Mais écoutez, j'ai vécu cette expérience, je crois, en Europe. Madame, l'union sacrée de la nation, c'est un cartel politique créé par tout ce qu'on est en train de dire ici, les partis politiques et tout ça. Madame, je vais vous dire une chose. La recette, c'est quoi? Il faut arriver... Le président, quand il a rencontré cette fameuse union sacrée, bon, il a vu loin. Mais je demande qu'il aille encore plus loin. Et la recette, je vais la lui donner. Les années 80, l'Italie connaissait la même situation que nous avons ici. On a déclenché ce que on a dit Mani Politi. Mani Politi,
en français main propre. L'opération main propre, qui est, si vous voulez, l'une des plus célèbres campagnes dans l'histoire contemporaine. Si vous mettez ça dans les contextes politiques et historiques, donc les années 80, l'Italie était en proie à une corruption endémique qui touchait tous les niveaux de gouvernement et toutes les institutions publiques et privées. Madame, le système politique italien était dominé par plusieurs partis qui ensemble formaient une sorte de cartel politique connu sous le nom de Pentapolito. Et c'est l'union sacrée ici. Qui incluait à cette époque-là les sociaux, il a dit, je crois qu'il a, les démocrates chrétiens et les Méli-Mélo. Et ce système, madame, permettait et encourageait une répartition, je dis bien, je souligne, une répartition du pouvoir et de ressources de l'État entre les partis, facilitant ainsi la corruption. Et la mafia s'est installée en Italie. L'opération, madame, a été déclenchée. Vous savez, parfois il faut une histoire, je dirais, une révolution culturelle. Non, circonstances et tout ça. Qu'est-ce qui s'est passé? Un procureur de la République, il déclenche un cahier, il arrête d'abord un membre du parti socialiste, M. Mario Cesa. Et ce monsieur, en flagrant délit, c'est comme nous avons connu ici, et d'ailleurs les exemples sont légion, les ministres de l'enseignement primaire et secondaire, l'ancien Oli Bakonga, mais dans les sacs. En Italie, c'était passé comme ça, par cet exemple-là. Et le monsieur s'appelait Mario Cesa. Vous allez en Italie aujourd'hui, il y a un magistrat célèbre qu'on appelle Antonio. Et les partis politiques prenaient cette histoire comme un cas isolé. C'est comme chez nous ici, on dit non, Italie Bissouté, ce n'est pas le régime, c'est Ezali Yayemoko. Donc, mais M. Mario, c'est lui qu'on a arrêté. Il dit non, on a Okufanga à mon côté. Et c'est ainsi que le procureur, le magistrat, va mettre dans les enquêtes, il a démantelé toute la chaîne. Les réseaux mafieux. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Les rôles des médias que vous êtes, les magistrats, et les magistrats de Milan, notamment Antonio, ils ont joué un rôle crucial dans la conduite des enquêtes et ils ont utilisé des méthodes rigoureuses, des méthodes fortes qui ont bénéficié et permettant l'arrestation et la détention préventive de tous les suspects. Madame, les suspects sont lesquels? Attendez, je vais vous donner le temps. Histoire de l'Italie. L'intense couverture médiatique a fait que la pression de la population sur la justice, l'opinion publique. Et les conséquences, c'est quoi? L'opération Manipolite a conduit à une transformation radicale du paysage politique en Italie. Des centaines de politiciens, d'entrepreneurs, de fonctionnaires ont été arrêtés ou ont fait l'objet des enquêtes. Cela a entraîné l'effondrement des partis traditionnels comme les Padou et consorts, tout ça. Et a ouvert la voie
la voix. Maboko Pembe, les nouveaux Maboko acteurs. Pembe, la voix aux jeunes, tout ça. Quand ils disent ici, non, il faut changer la classe politique. La classe politique, on ne va pas la changer comme ça. Non. Voilà. Il faut une Quelle est la opération. recette maintenant que vous proposez? Il faut une Donc, opération de nettoyage. Et on a fait l'incidence, l'implication de Manipolite montre que seul à Linguette ne suffit pas. Linguette ne va pas mettre fin à la corruption ici. Il faut déclencher cette opération main propre. Maboko, Pembe, Magope, comme on dit dans ma langue. Et puis en Swahili c'est Mikono. Voilà. Safi. Mikono Safi. Il faut cette opération pour que, parce que le président vit très loin. Très très loin. Cette histoire de l'union sacrée, il faut casser ça. Okay. Il faut casser. Et donc, madame, encore 2 minutes, pardon. Non, 2 minutes, c'est trop. 1 minute. 1 minute. Bon. Ici, tout le monde dit, voilà, le peuple congolais fait promener un peu cette histoire. Les logos, là, lisez les logos. C'est très important. Oh là là, ça c'est quoi? Lisez les logos, là. Ouais. Professeur Ngambi. Madame, Ok. on a organisé un séminaire des officiers de renseignement et des opérations au sein de l'OTAN. J'étais à l'école de guerre. Nous, comme on était finalistes, nous avons été invités à ces séminaires. Ils ont... Et à l'école de guerre, vous faites 2 ans. La première année, nous l'avons fait sous la guerre froide. La deuxième année, les 2 Allemagnes se sont réunifiées. C'est la chute des murs de Berlin. Et dans ces séminaires, on dit qu'est-ce que... Non, voilà, c'est... La menace, ce n'est plus l'armée rouge. La menace, c'est la population. La menace, c'est le transfert des technologies. Et qu'est-ce que ces officiers de renseignement de l'OTAN, ces officiers des opérations de l'OTAN vont donner comme conclusion? Parce que les gens disent ici, je crois que c'est des professeurs qui avaient parlé de l'élite congolaise qui n'existe pas. Les intellectuels n'existent pas. Voilà ce qui a été décidé, madame, pour notre pays. 1. La population croît à une vitesse exponentielle. 2. Les transferts de technologies. 3. Dans ces pays-là où la croissance est rapide, ils ont des terres qui égorgent des minéraux stratégiques. Qu'est-ce qu'il faut faire? Voilà ce qui a été décidé, madame. A. Il faut trouver comment réduire la population. Comment empêcher qu'il y ait transfert de technologies et la science, et surtout voir comment l'élite de ces pays-là ne puisse pas utiliser leurs connaissances pour développer les pays. Oui. Et ça, c'est très important. Il faut le savoir. Madame, mais il faut me protéger, pardon. Voilà. Deuxièmement, ils ont pris le compas. Vous savez, le compas en technologie, le compas, ils ont mis la tête du compas. Oui, oui, sur Kisangani. Et le cercle a inclus tous les bassins du Congo. Vous voyez? Et c'était où ça? En Allemagne, à Stuttgart. C'est là où Africom est basé. Africom, c'est le commandement américain pour l'Afrique. C'est là où moi je fais les stages. Ils ont mis les temps, pardon. Bassin du Congo, tout ça, ils ont mis. Et ils sont allés plus loin. Ils disent non, il y a l'Afrique, l'Amérique latine et le Proche-Orient jusque vers tout ça. Donc il faut arriver à diminuer la population. C'est bien dit ici. Par la misère. Non seulement par la misère. Vous avez connu les virus ici
Covid et tout ça, ainsi de suite. Et donc, c'est pour vous dire que tout ce que nous avons comme manifestation aujourd'hui, ce sont des choses planifiées depuis qui viennent de l'extérieur. Donc, c'est pourquoi la vigilance dont il a parlé pour la population. Mais l'élite qui a été vaccinée par ces mécanismes de l'OTAN, qui fait qu'ils sont insensibles à tout ce qui se passe. D'accord. Merci beaucoup. Oui, rapidement, Junior, Louto. Je voulais rebondir un peu rapidement, sur ce qu'a dit le professeur Ngambi. Vous voyez, je dis souvent, hein, il y a un peu de cynisme dans tout ça, au sein de la classe politique congolaise. Ça fait 4 mois, voire 5, que la population attend. Donc, on est là avec des gens qui nous prennent en otage. Ils sont dans une union sacrée qui n'a rien de sacré. Depuis Sun City, ils ont fait du pays un gros gâteau pour faire un partage équilibré et équitable du pouvoir. Je ne sais pas qui a demandé que c'est eux qui avaient le droit d'avoir tout. Donc on sacrifie toute une génération des gens parce qu'il y a tel qui ne veut pas 3 postes, il y a tel qui ne veut pas 4, il y a tel qui... Un peu de responsabilité dans tout ça. Un peu d'humanisme dans tout ça. Un peu de bon sens. Parce que les gens n'attendent pas que vous décidez un jour... Ah, moi, je ne veux pas prendre ça, moi, je ne veux pas prendre ça. Non. Si vous êtes politique et responsable, trouvez des solutions pour la cité. La cité en a marre. Ils sont fatigués. Tous ces calculs politiciens, entre eux, on va de telle réunion à telle réunion, le présidium. Qu'est-ce que ça veut dire, Maman Marie, présidium? Sans juger le bilan derrière. Présidium, ça veut dire quoi, présidium, pour les gens qui sont dehors, qui n'ont pas d'eau, qui n'ont pas d'électricité? Voilà, madame. C'est-à-dire, à un moment donné, je me demande si il n'y a pas de politique au Congo, c'est les politiciens, ils ont les pieds sur terre. Et cette histoire d'idéologie, moi, je trouve c'est très important. C'est un peu comme une espèce de canot rapide qui n'a plus de gouvernail. Ça part comme ça revient, Bon, il y en a qui vont dire que c'est dynamique, la politique, mais c'est pas dynamique. On vient avec des convictions, des idées. C'est un débat de société. Soit on a les courants, oui, vous avez été avec Mouzé. Vous savez que dans sa tête, c'est un monsieur de gauche. Voilà. Qu'est-ce qu'il veut changer dans une société de gauche? Très bien. Et il avait horreur de tout ce qui est FMI, Banque mondiale, toutes ces réunions. Non. Lui, c'est le paysan, c'est la production, c'est l'artisanat, c'est l'homme. Et si vous n'arrivez pas à dire ça aux gens, comment vous voulez que les gens vous suivent, vous comprennent dans ce que vous voulez faire pour eux? Et c'est ça le drame de ce pays. Ok, oui, monsieur Herré, et puis on termine. Madame, merci beaucoup. C'est regrettable tout simplement, et c'est écœurant, c'est désolant, la scène à laquelle nous assistons, de notre fameuse classe politique, union sacrée, ou qu'est-ce qu'il y a de sacré là-bas, je ne sais pas. Voilà. C'est à même de nous dire. Des l'union aussi. Parce que, en quoi est-ce qu'il y a l'union, au moment où ils n'arrivent même pas à s'attendre? Il y a de l'enfantillage, madame. Excusez-moi, mais il y a de l'enfantillage. Des grandes personnes, soi-disant des grandes personnes, des grands qui ont fait des noms, soi-disant des noms, ils l'ont fait où, en quoi, je ne sais pas, qui n'arrivent pas à dégager un consensus. Il faut faire appel au chef de l'État pour prendre le... Mais le chef de l'État, je dis, pourquoi il ne prend pas le fouet? Parce que au moins, si les gens n'arrivent pas à s'attendre, on vous donne un repas. Bon, partagez-vous ces repas-là. Mais vous siégez, mais quand un parent vient, il fait quoi? Il vous arrache. Il vous arrache le tout, il donne à chacun comme il veut, comme il attend. C'est de l'enfantillage tout ça sur lequel nous assistons. C'est de l'enfantillage. C'est l'une des raisons qui me décourage même d'accéder à des partis politiques. Parce que je vais assister à un parti politique pour suivre qui, pourquoi, pour quel gain? Madame, c'est désolant. Il a fait quoi? Le plus grand ennemi d'un mandat de président de la République, c'est les temps. Et son allié aussi. C'est les temps parce qu'il a un mandat de 5 ans. Il a déjà consommé le premier, maintenant c'est le deuxième. Mais sur le 5 ans, il a déjà consommé combien? Parce que c'est déjà un semestre que nous perdons comme ça.
On croyait que l'union sacrée nous donnerait quelque chose de sacré, des gens sacrés. Mais ce sont des gens qui sont... Ils ont été déjà désacralisés, démystifiés, dénidés même. Donc, le chef d'État aujourd'hui, madame, après, c'est une année qui va passer ici. La deuxième année, j'ai toujours dit, ils vont encore mettre des coques à jambes sur le même chef de l'État. Composition de la Cour constitutionnelle, composition des membres de la CENI. Cette union sacrée ici ne donnera aucune chance au chef de l'État pour ses derniers mandats. 3 ans, c'est beaucoup. L'union sacrée va se fondre. Il n'y aura rien de consistant. Aujourd'hui, le chef d'État doit privilégier les salis du peuple. C'est la loi suprême. D'accord. Les salis du peuple, c'est la loi suprême. Il doit piser les dirigeants, les animateurs des institutions, là où il peut trouver. Les animateurs des départements ministériels. Qu'ils puissent là où il peut trouver. Et qu'ils pensent aujourd'hui, qu'ils puissent commencer à penser après lui. Qu'est-ce qui restera? Quelle classe politique il va léguer? Il faut renouveler tout ça. À la population après 2018. Quelle classe politique nous aurons? 28 plutôt. Quelle classe politique nous aurons? Il doit commencer à penser à ça aujourd'hui. Parce que je ne crois pas qu'il voudrait assister aux mêmes scènes. D'accord, c'est regrettable. Merci beaucoup. Oui, Luca, qu'on termine. Je remercie les co-débatteurs. Mon colonel, avec les notions techniques de la haute mafia, qui serait institutionnelle. Le vrai problème est que le système de partis politiques tient en otage l'institution président de la République. Et comme c'est le souhait de l'institution présidence de la République, il faut une piste de sortie. Abolir le présidium, je suis dans les pistes de sortie, nommer une personnalité indépendante de tout ce présidium comme coordonnateur. Lui n'a pas de parti politique, il va bien arbitrer tous les partis politiques qui seront. Coordonnateur avec un coordonnateur adjoint, un secrétaire rapporteur adjoint, un trésorier adjoint et des conseillers. Ou un bureau d'études. Et il crée des commissions, contentieux et élections, défense et sécurité, justice, droits de l'homme et paix, économie et finance. Comme ça, les membres de tous ces partis politiques vont se retrouver dans cette coordination, avec un secrétariat technique. Avec des technocrates. Qui, naturellement, va gérer les ambitions. Il est difficile, et là, je rentre comme politique, il est difficile d'empêcher un homme politique les ambitions. Robert Ngambe veut devenir vice-premier ministre et ministre d'État chargé de questions. Alors, vous voulez l'en empêcher? Vous voulez l'en empêcher. Il va utiliser les armes. Il va utiliser les armes non conventionnelles aussi. Parce que les autres utilisent conventionnelles. Mais il est aussi difficile de satisfaire un homme politique congolais. Ok, et là, je vais paraphraser sur l'éthique et déontologie entre les mythes, les mystiques et le pouvoir. Parce que la sacralité du pouvoir existe. Ça, c'est une notion importante. C'est le non-dit de la politique. La sacralité du pouvoir politique. Et les hommes politiques sont des hommes mystiques. Ils aiment le pouvoir pour le pouvoir. Et ils sont dangereux. Les regrouper à une confrérie, et là je suis dans les idéologies. Parce que dans l'idéologie, il y a une pensée. Il y a une manière de prier. Et puis il y a une manière de manger. Il y a une manière de s'habiller. Il y a une manière de résoudre le problème. Mais dès lors que vous êtes dans une confrérie, professeur Mopili, où les autres croient à Nzambe Ampungu, et les autres croient au dragon, les autres ils sont dans le et puis, c'est dans cette histoire que il n'y a pas
un régulateur. Il n'y a pas de maître de l'ordre pour les maîtriser. Parce qu'on a un problème où les esprits ne sont pas encadrés. Et là, nous rentrons. Dis donc, les esprits et les hommes qui composent ne sont pas encadrés par des maîtres de l'ordre. Parce qu'il se pose un problème de discipline. En faisant l'armée, quand vous entrez, le premier principe, c'est la discipline. Et dans l'union, il y a plusieurs ordres qui, naturellement, ne sont pas encadrés et pour composer, ils ne se mettent pas d'accord en esprit. Ils composent un corps. Ils ne sont pas en esprit. Et la République, c'est ça, n'est pas fondée sur une perception idéologique. Nous n'avons pas une idéologie économique, politique, culturelle. Il n'y en a pas. La politique culturelle n'existe même pas. Dans ce cas, nous avons un problème. Il faut refonder, réorganiser, réorienter des choses. Et dans ce cas, je disais pour le 17 mai, il faut une pensée révolutionnaire. Ok. Voilà, ça n'est fini pour ce soir. C'était l'émission Forum des médias spéciale, compte tenu de ce que nous avons vécu la journée de dimanche. Nous avons parlé de cette tentative étouffée dans l'œuf, cette tentative de coup d'État, parce que ce n'est pas nous qui le disons, c'est les forces armées qui ont constaté et qui l'ont déclaré. Nous ne faisons que suivre. Même les journalistes n'en plaisent au professeur Carlos. Les journalistes ne suivent que ce qui a été dit de manière officielle. Voilà, nous avons retenu qu'il faut de la vigilance. Il faut doubler la vigilance. Il faut que chaque Congolais soit épris du patriotisme, même accéléré, aller au-delà et puis au niveau de l'union sacrée. Nous avons parlé de guerre des esprits. Moi, j'ai bien compris ce que vous avez dit et je crois que ceux qui sont censés prendre la décision par rapport au bien, à l'intérêt général des Congolais ont bien compris les messages que vous avez fait véhiculer autour de cette table. Merci pour vos analyses, surtout merci pour cette promptitude avec laquelle vous avez répondu à l'invitation d'aujourd'hui, parce que Forum des médias, c'est le dimanche, mais aujourd'hui, lundi, je vous ai appelé, vous êtes venus pour servir la nation. Merci, chers compatriotes, merci, chers patriotes. On se retrouve au prochain numéro. Au revoir.